Salut, c'est V89 et aujourd'hui je fais cette vidéo pour vous annoncer que la semaine de l'horreur que j'ai fait la semaine dernière, donc les 6 parties, je les ai donc réunifiées en une seule pour créer, on va dire, un moyen métrage. Et donc ce sera donc une version totalement complète et elle sera quand même un peu épurée. Je vais enlever certaines scènes. Mais cependant, vous aurez le droit à 2 versions. Alors, ce sera à vous de décider. Vous pouvez regarder soit l'un soit l'autre, ou les deux si vous voulez. Vous avez totalement le choix. Et donc, la version que vous allez voir est donc la version standard. Alors, j'espère que ce mini-film sur on va dire la saison complète de la semaine de l'horreur vous plaira. Et je vous dis bon visionnage à tous. Bonsoir chers amis et bienvenue dans la semaine de l'horreur. Comme vous avez pu l'entendre, une semaine avant donc Halloween, donc et donc samedi, vous aurez le droit chaque jour à un épisode où je raconterai une histoire basée sur des monstres mythiques et aussi de légendes. Alors, et le samedi, vous aurez le droit à un conte de l'horreur, comme d'habitude, parler du Wendigo. Alors, aujourd'hui, notre histoire, le Psygnosis, c'est en fait un jeune homme venant de Columbus, dans l'Ohio, va partir en randonnée avec ses amis dans les monts Appalaches pour passer un jour entre copains avant qu'ils partent à l'université. Cependant, ils ne seront pas seuls dans cette histoire. Je vous laisse deviner pourquoi. Quelque chose va les poursuivre et les attaquer. Mais vous saurez dans notre histoire d'aujourd'hui. Je ne vous en dis pas plus. Et maintenant, je vais vous raconter l'histoire de Je m'appelle Tom. Je viens de finir le lycée. Je viens de Columbus, dans l'Ohio. Moi et mes potes, nous avons donc décidé de partir quelques semaines dans le monde Appalache pour un peu nous divertir, nous amuser et aussi quitter un peu la ville pour un peu décompresser. Donc, moi et mes amis, nous avons donc décidé de partir 2 jours après la fin de nos cours. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Donc, j'ai décidé, moi et ma petite amie, que nous faisions nos bagages. Je prépare ma tente avec mes amis et voilà, nous décidons de partir. Donc, dans le mont Appalaches pour passer une semaine inoubliable en camping, sans internet, sans rien, isolé de tout. Le voyage était pas très long. De Columbus au mont Appalaches, il faut quelques heures. Donc, nous n'avions pas de problème de déplacement. Une fois arrivés donc à un petit village pour dire d'acheter les provisions pour la semaine, nous rencontrons un homme, un chaman. Ce chaman étant bizarre, nous l'avons ignoré. Quant à ma copine et mes amis, ils sont allés acheter les provisions, les rations et les bières pour dire qu'on puisse s'amuser en toute tranquillité. Sauf que hier, quand mes amis sont revenus chercher les provisions, l'homme bizarre vient vers nous et ils disent où vous allez. Et ils disent que, et moi, de Saint-Esprit et de bonne foi, je dis que nous allons passer une semaine dans la forêt, dans le mont Appalaches pour dire de décompresser et de quitter un peu la ville. Le chaman, horrifié et en colère, nous a avertis que de ne pas aller dans la forêt, car une créature vivrait dans cette forêt, le fameux Wendigo. Moi, insouciant et on va dire plutôt dubitatif, je ne le crois pas et je lui crache dessus et je l'insulte. Et nous nous en allons en disant « Ok, on a compris, vieux fou ». Donc, nous partons avec nos provisions, nos bières, notre équipement de camping et nous arrivons donc à destination. Donc, on laisse notre voiture tranquille dans un parking et nous décidons d'aller dans notre point de rendez-vous à pied. Car il fallait
au moins 2 heures de marche pour arriver sur le site. Donc moi et mes copains, et puis ma petite amie, nous décidons donc d'aller dans la forêt. Après 2 heures de longue marche intense et fatigant, nous arrivons donc à destination. Nous nous reposons 5 minutes pour dire de décompresser dû à notre 2 heures de marche intense et nous décidons donc d'installer notre campement. Tout se passe bien, c'est enfantin, il n'y a aucun problème, on s'amuse comme des petits fous. Mais cependant, ma copine cria mon nom et me disait de venir. Et elle me dit qu'elle a vu quelque chose. Donc, moi, en me moquant d'elle, je lui dis « Qu'est-ce que t'as vu, le fameux Wendigo ?» Enfin tout ça. Elle me dit « Je ne sais pas, mais c'était gros et c'est allé vite. » Et donc, moi et mes amis, nous décidons donc d'explorer l'endroit avant la tombée de la nuit. Donc nous explorons, à part des forêts, des oiseaux qui chantent, rien d'anormal. Mais cependant, après 10 minutes d'observation aux alentours de notre campement, j'entendis un cri effrayé. C'était l'un de mes potes qui avait crié pour nous appeler. Alors, sans hésiter, j'ai foncé avec les amis pour rejoindre d'où provenait le cri. C'était ma copine, Julia, qui avait vu un cadavre. Mais pas n'importe quel cadavre, un cadavre d'un animal qui a été donc tué. Mais cependant, on remarquait que cet animal n'a pas été tué par un animal, un prédateur conventionnel. Il n'a pas été tué par l'homme, mais il a été décapité, déchiqueté, par quelque chose ou par quelqu'un d'horrible. Au début, on s'est dit que c'était peut-être un animal, mais vu comme il a été décapité, c'était tout autre chose. Alors nous décidions de retourner au camp et d'oublier ces cadavres. La nuit tomba, et donc nous avons donc installé notre feu de camp tranquillement, sans problème, sans qu'il y ait quoi que ce soit. La fête battait son plein, l'alcool coulait à flot, mais cependant, quelque chose a fait du bruit. Alors, je décide donc d'ignorer ce bruit. Et puis, un autre bruit est arrivé. Et là, un pote décide d'y aller. Et donc, il dit, un de mes potes, Eric, donc avec son frère Jules, d'aller voir ce qui se passe justement derrière notre campement. Donc, ils y vont et ils ne découvrent absolument rien. Mais une chose s'est produite. Le cadavre qu'ils avaient trouvé le matin avait disparu. Il n'était plus là, comme si il s'était volatilisé en un claquement de doigts. Donc, il se passe bel et bien des choses dans cette forêt. Donc, nous décidions de rentrer, nous coucher, tout en pensant que nous étions peut-être pas seuls dans la forêt. Alors, sans nous poser de questions, nous nous couchons, moi avec ma copine, mes amis, chacun dans leur tente, et nous dormions. Cependant, alors que nous étions en train de dormir, un cri arriva et réveilla tout le monde. On se leva et on découvrit quelque chose partir à toute vitesse. Nous ne savions pas ce que c'était, mais en tout cas, on savait que c'était grand et rapide. Mais cependant, quelque chose, alors cette chose n'était peut-être pas très loin. Elle nous observait peut-être. Alors, par précaution, nous décidions d'aller surveiller les alentours en pleine nuit, ce qui était une forte mauvaise idée. Un de mes potes a décidé de garder le camp pendant que nous cherchions. Et nous sommes donc allés voir donc dans cette forêt pour voir s'il y avait bien quelque chose de surnaturel ou d'inhabituel. Mais nous ne trouvions rien. Nous sommes retournés là où il y avait le cadavre et qui avait disparu quelques heures plus tôt. Nous n'avons rien trouvé. Donc, moi et mes potes, et donc ma petite amie, nous décidions donc de rentrer à notre camp. Cependant, alors que tout pense aller pour le mieux, on a entendu un cri strident. Alors, nous avons foncé pour aller voir ce que c'était. Et là, quand nous sommes arrivés devant le camp, nous avons vu ce que même l'enfer ne pouvait
nous envoyer. Un truc or qui dépassait tout l'entendement. Quelque chose de grand, maigre et d'une tête de cerf, des dents aussi pointues que des lames de rasoir, avait déchiqueté notre ami et était en train de le manger. En voyant cette chose, j'ai compris que j'avais fait une grosse connerie. C'était le Wendigo, le fameux et célèbre Wendigo que l'ancien chaman avait parlé. Et que je n'ai pas horrifié de voir ça, nous nous sommes dispersés en espérant que le Wendigo disparaîtrait. Mais cependant, il n'était pas tout seul. Plusieurs Wendigo nous avaient pris en chasse. Moi, j'ai réussi à me cacher avec ma copine, tandis que mes amis, nous les avions perdus de vue. Alors, 1 heure passa, et nous décidions de rentrer au campement. Nous sommes rentrés, le Wendigo qui était là avait disparu. Mais gisait le cadavre de mon ami, Frank. Nous nous sommes cachés dans notre tente, et nous n'avons pas fait de bruit. Quelques minutes après notre arrivée, nous avons donc entendu des pas qui s'approchaient, et d'un seul coup, ils ont su que c'était leurs amis. Alors, en les voyant, j'étais très soulagé de les voir. Cependant, un de nos gars n'était plus là. Un de mes amis n'était plus là. Il avait disparu. Alors ils l'ont recherché. Quand soudain, j'ai vu mon ami courir, couvert de blessures et une morsure. Nous avons été effrayés. Les Wendigo ne nous attaquaient plus, mais nous observaient de loin. Nous avons cru que nous étions foutus. Donc nous avons décidé de rester éveillés, sachant que il n'y avait pas qu'un seul Wendigo, mais toute une fratrie. Alors, le matin s'éleva, et nous décidions de partir pour éviter justement les problèmes. Et cependant, on a voulu prendre notre voiture. Nous avons donc descendu 2 heures à pied pour aller donc reprendre notre voiture. Et enfin, quand nous sommes arrivés à destination, on remarqua que nos voitures ont été détruites. Nous avons été effrayés. Nous pensions que le Wendigo que nous avions vu le soir précédent voulait que nous restions dans la forêt pour qu'il nous serve de repas. J'étais très effrayé, ma petite amie était autant effrayée et mes amis étaient en train de se pisser dessus. Alors, nous avions une carte et nous avions trouvé un endroit pour nous mettre à l'abri ou appeler des secours. Il y avait une ancienne tour de Rangers et nous avions décidé d'y aller. Et donc, on savait qu'ils étaient à 2 jours de notre destination. Donc, sans trop tarder, nous avons décidé donc de partir en train des Rangers. Pendant le chemin, on se sentait que nous étions suivis. Les Wendigo nous suivaient de loin. Notre ami blessé commençait à être très malade. Il commençait à cracher du sang. Peut-être dû, on va dire, à quelques temps. Nous savions que les Wendigo nous suivaient. Et nous avons installé notre campement. Sauf que nous avons décidé, chacun notre tour, nous faisions la garde pour protéger notre campement. Donc, nous avons commencé à dormir. Nos rations étaient suffisantes pour tenir 2 jours. Plus d'une semaine même s'il n'y avait pas eu ce problème de Wendigo. Et ce qui s'est passé, c'est que tout se passa bien. Les changements de garde se faisaient à la perfection. Et le matin même, alors que j'allais voir mon ami blessé, je découvrais un truc horrible. La dernière personne à faire mon garde, Jules, n'avait plus de tête. J'étais effrayé. Les Wendigo ont dû attaquer pendant la soirée, mais n'ont pas touché à notre ami qui était blessé. Mais cependant, il commença à avoir des changements radicaux sur lui. Sa peau était devenue pâle. Il commençait à avoir des yeux rouges. Et il commençait à cracher du sang. Et il commençait aussi à avoir une fièvre. Et là, on s'est dit que notre ami avait dû choper un virus ou une infection due à la morsure et au griffure du Wendigo. Sans trop traîner, nous décidions donc de lever le camp et de partir, tout en sachant que nous étions poursuivis par des Wendigo, affamés et prêts à nous découper en rondelles. Et il se passa qu'ils marchèrent pendant plusieurs heures et décidèrent d'installer un autre camp. Mais seulement, nous étions 8 personnes. 3 personnes sont mortes. Nous n'étions plus que 5. Plus notre ami, dans les 5, notre ami qui souffrait
d'une infection inconnue. Et nous décidions d'installer notre campement parce que la nuit tombe, mais on savait que la fin était proche. Nous avons donc décidé et mettre à mal notre patience, car nous étions presque au but, et trouver enfin le campement qui pourrait soit nous ramener en ville ou un homme puisse nous sauver. Cette nuit-là, nous avons décidé de rester éveillés. Comme convenu, la nuit n'était pas si tranquille. Il se passe que pendant que nous étions en train de surveiller, nous avons entendu un cri strident. Et c'était un de nos amis qui s'est fait embarquer par un Wendigo et qui a décidé d'en faire un dessert. Sans trop traîner et effrayés, nous décidons de partir. Donc nous partions effrayés. Notre ami gravement blessé, qui commençait à devenir de plus en plus une chose. Il commençait à devenir complètement fou. Il commençait à cracher du sang et dedans des crocs commençaient à sortir de sa bouche. Il était en train de se transformer et nous pensions que notre ami était malheureusement en train de se transformer en Wendigo. Alors on avait deux solutions. Soit on allait voir avec lui pendant que lui, petit à petit, perdait son humanité et devenait une créature mangeur d'hommes, soit il la battait. Mais cependant, il n'avait pas d'arme. Je n'avais pas d'arme sur moi et mes amis n'en avaient pas. Donc nous avons décidé par risque de l'amener justement au poste des Rangers. Alors que nous essayions de marcher pendant la nuit, notre ami, qui était donc très malade, commençait à avoir des griffes qui lui poussaient des mains et des pieds. Nous avions donc décidé de le laisser. Mais au moment où on voulait le laisser, il s'est mis à attaquer mon ami et à le bouffer vivant. Moi, Julien et un autre de mes amis, nous avons couru pendant des heures et nous avons trouvé enfin notre porte de sortie, la cabane des Rangers. Donc, nous nous précipitions devant la porte. J'ai été le plus rapide. J'ai commencé à frapper comme un malade pour dire que s'il y avait quelqu'un. Et par chance, une personne ouvrait la porte et disait à moi, à ma copine et à mon ami de rentrer le plus vite possible. Et là, on a vu notre pote attaquer, arriver ventre à terre, mais juste à temps, il fermait la porte. Et je découvris que c'était il y a quelques jours en arrière. Et c'était donc le chaman, qui était garde forestier, nous avait prévenu quelques jours en arrière de ne pas aller dans cette forêt. Mais cependant, nous l'avions pas cru. Et le chaman, ce garde forestier qui était donc le chaman, nous posa la question, nous avait dit, je vous avais prévenu que le Wendigo allait vous attaquer. Alors, nous le supplions de nous aider. Il disait que malheureusement, vu que le Wendigo les avait piégés, il fallait attendre le jour. Et il avait une voiture. C'était parfait pour nous échapper et de ne plus jamais revenir dans cette forêt. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il n'attendit pas une seule seconde. Il prit la solution de partir immédiatement de cette forêt. Et je décidai qu'on devait les appâter ailleurs avant de partir. Notre ami, qui, lui, était effrayé, tout comme ma petite amie, nous avons expliqué, avant de partir, pourquoi y a-t-il de ces créatures. Et le chaman racontit que, en fait, son peuple avait invoqué le Wendigo pour protéger ses terres. Mais malheureusement, le Wendigo s'est retourné contre son peuple. Très peu de survivants ont pu raconter cette histoire. Et que donc, le seul moyen de le tuer était justement tirer des balles en argent ou de le décapiter. Et qui pouvait contrôler l'esprit des gens. Mais, cependant, pas une seconde, je ne voulais rester. Donc, on décida de partir. Les Wendigo nous pourchassaient, pendant que le chaman fit un rituel pour nous laisser du temps pour nous enfuir. Il fit le rituel, mais malheureusement, se faisa tuer par notre ami qui venait tout récemment de se faire transformer par un Wendigo, et qui était devenu lui-même un Wendigo. Et donc, ce qui se passe, c'est que nous avons pu nous enfuir. Moi, ma copine et mon ami, nous avons décidé sur la route, nous nous sommes jurés de ne plus jamais revenir dans cette forêt. Sur la route, on remarquait que les Wendigo ne nous suivaient pas, mais on savait qu'ils nous chasseraient.
qui nous traquerait et qui nous tuerait sans aucune peine. Quand on fit la fin de la forêt, un Wendigo avait quand même réussi à nous pourchasser. Mais quand nous sommes arrivés enfin dans le fameux village qu'on était venu quelques jours, il fit demi-tour. Et nous partions très loin. Aujourd'hui, ça fait 3 ans. 3 ans se sont écoulés depuis l'incident de cette forêt où on a rencontré ces fameuses créatures. Moi et ma copine, nous avons décidé donc de plus jamais revenir dans cette forêt. Et si par hasard nous avons des enfants, nous leur dirons de ne jamais aller dans cette forêt. Ce soir, notre invité horrifique n'est que d'autre que le Pontianak. Je vais donc vous raconter l'histoire de notre héros de ce soir, qui n'est autre qu'en fait un homme qui est père de famille avec sa femme et ses enfants, qui décide d'aller rejoindre leur famille en Indonésie. Cependant, quelque chose s'est produit bien avant leur arrivée. Laissez-moi raconter son histoire. Je m'appelle Joy, je suis un Indonésien. Je vis à Washington avec ma femme et mes 2 enfants. Nous avons donc décidé de partir en Indonésie pour rejoindre notre famille, pour que les enfants puissent voir leurs grands-parents, leurs cousins, etc., etc. Donc, quand nous avons pris le vol s'est très bien passé et nous avons rejoint notre cousin Poi. Poi était très content de voir nos enfants et aussi ma femme et aussi moi-même bien sûr. Et donc, nous décidons de partir dans un village reculé dans la jungle indonésienne pour voir ma famille. La route durait très longtemps, il fallait au moins 5 heures pour arriver à ce village. Comme je peux vous le décrire, c'est un village qui croit en beaucoup de choses qui sont folkloriques. Mais pendant la route, mon cousin parla de quelque chose d'anormal, que depuis un tout petit moment, des gens ont été retrouvés décapités, plus d'organes, plus rien. Pour moi, je disais que c'est peut-être, on va dire, l'œuvre d'un serial killer, d'un psychopathe. Mais ce qu'il me disa me faisait penser à la légende. Il ne disa qu'un seul mot, Pontianak. Et je me suis dit que peut-être ce serait pas impossible. Mais je vous raconterai ça plus tard. Donc, nous arrivons dans notre famille, très heureux de voir ma mère, mon père, mes frères et mes sœurs, mes cousins éloignés et toute la famille. J'étais très content. Mes enfants étaient très contents et tout le monde était content de nous voir. Cependant, la mère disa quelque chose à ma femme et à moi et à mes enfants de ne pas sortir la nuit. Parce que depuis un petit moment, et j'ai dit oui, mon cousin m'a dit qu'est-ce qui se passa, que le Pontianak rôdait tous les soirs. Donc, je me suis pas posé de questions, j'ai écouté ce que ma mère m'a dit et que mon père, qui est un noble imam de notre mosquée qui est donc en Indonésie, nous avons décidé d'écouter ce que mes parents me disent. Donc la première nuit se passe à merveille, tout se passe bien, mais le lendemain matin, je suis réveillé par mon père qui a découvert le corps de mon cousin qui m'avait amené complètement déchiqueté. Plus d'organes génitales, plus rien. Complètement déchiqueté. Et je posais la question à mon père en disant « Mais c'est qui a pu faire une telle absurdité et puis aussi une telle horreur ?» Mon père ne prononça qu'un seul mot, le Pontianak. Peu à peu, je pensais que peut-être que la légende du Pontianak existait et qu'il y avait réellement un Pontianak qui se baladait tranquillement dans notre village. Alors je me suis pas posé de questions. J'ai continué donc à aller chercher des provisions, la nourriture, tout ça. Et j'ai décidé d'inviter ma famille et aussi pour justement commencer les obsèques de mon cousin qui est mort dû à quelque chose ou de quelque chose. Je me disais, et puis il nous dit que l'enterrement aura lieu donc dans 3 jours. Donc on se prépare, tout ça, je me mets en tenue traditionnelle vu que nous sommes musulmans, mais cependant, nous étions très loin d'imaginer ce qui allait se passer ce soir. J'allais donc me coucher, rejoindre ma femme, dormir avec elle, tranquille, sans problème. Mes enfants dormaient tranquilles. Quand soudain,
je suis réveillé par un bruit. Donc je me réveille, je vais voir et je découvre par la fenêtre une connaissance, une personne que je croyais disparue. C'était quelque chose d'improbable. Et donc j'ai décidé de protéger mes enfants. Elle disparut d'un seul coup. Le lendemain matin, je parlais à ma femme et à ma famille que j'avais un lourd secret. Je leur parlais qu'en fait, il y a très longtemps de cela, j'ai rencontré une femme sans l'approbation de mon père et que je suis sorti pendant plusieurs mois avec elle et que je ne m'étais pas soucié. Malheureusement, quelques mois plus tard, elle m'annonce qu'elle est enceinte et je ne voulais pas de cet enfant à cette époque. J'ai fait la chose la plus innommable de ma vie. J'ai pris le couteau et j'ai tué ma petite amie, mon ancien petit ami. J'ai laissé mourir ma petite amie et le bébé qu'elle portait. Malheureusement, nous l'avons enterré sans le rituel, ce qui provoquait justement l'apparition du Pontianak. Mon père, enragé de colère et de haine envers moi, me gifla autant que ma mère. Il disait que c'était une honte d'avoir fait une chose pareille. Il fallait faire le rituel anti-Pontianak, d'où le nom que je me souviens pas. Donc, tout doucement, je décide de faire une contre-attaque envers le Pontianak. Le soir même, nous nous sommes couchés, mais des villageois surveillaient le village pour essayer de juguler les attaques du Pontianak. Mais cependant, cette nuit-là, j'ai eu très peur. Le Pontianak a réussi à rentrer dans la maison et a voulu attaquer mes enfants. En voulant défendre mes enfants, j'ai été transpercé par ses griffes. Mais je n'étais pas été tué grâce à un villageois qui a repoussé le Pontianak avec des prières. Le Pontianak s'enfuya. Moi, blessé, je retournai à Jakarta pour me faire soigner. Cependant, je savais pertinemment que le Pontianak allait me suivre. Donc, décidant de lancer et déclarer la guerre contre le Pontianak, qui était d'autrefois mon ex-petit ami. Alors, mon père, brillant imam, prépara pour la procédure de neutralisation du Pontianak. Il sortit le clou sacré pour lui planter dans le cou pour détruire le Pontianak. Il alla donc à la mosquée, prenait le clou sacré pour anti-Pontianak, faisa des prières pour dire qu'elle soit bénie par les dieux et par Allah, et nous commencions la chasse. Pendant un moment, nous ne l'avons pas trouvé, mais la Pontianak attaqua 5 membres de mon village et les déchiqueta comme s'il n'y avait rien devant elle. Quand je l'ai vue face à moi, la Pontianak était à 2 doigts de m'attaquer. Je l'esquivais. Elle a voulu réattaquer. J'ai réesquivé. Cependant, elle arriva à me griffer et voulait à tout prix tuer ma femme et mes enfants. Elle se rua sur ma femme, mais je fus repoussé par un villageois qui se fit déchiqueter comme si de rien n'était. Mais le temps que je déchiquete, j'ai eu le temps de prendre le clou sacré. Mon père faisait des incantations et des prières pour l'attirer. Le Pontianak s'est pas gêné, n'a pas laissé de scrupules et a foncé directement mon père. Il lui en a fait qu'une bouchée. Quant à moi, je suis arrivé à temps. Je lui ai parlé pour dire que j'étais désolé d'avoir fait une chose pareille et que j'étais prêt à me racheter et même me faire tuer si c'était nécessaire. Le Pontianak lui tendit le doigt et me dit « Vengeance, je vais tuer tes enfants et ta femme. » Et ce qui se passait, c'est qu'un membre de la famille se tourna et disa « Viens par ici, viens me chasser. » Elle se mit dans une rage, une furie violente avec ses dents et ses griffes, que elle n'a pas vu que son ex-petit copain avait le clou sacré et un pieu, et se jeta sur la Pontianak et lui planta le clou sacré sur le cou, ce qui détruisit le Pontianak à tout jamais. Cela fait 3 mois qu'il y a eu ces événements. Aujourd'hui, je regrette amèrement ce que j'ai fait il y a de ça des années en arrière.
Aujourd'hui, ma femme et moi, nous sommes toujours ensemble. Nous attendons un troisième enfant, un garçon. Mais cette fois-ci, je ferai tout pour que cela ne se reproduise plus jamais. Voici, c'était mon histoire. Aujourd'hui, nous allons à Outre-Atlantique, communément au Canada, l'État de Québec, où nous allons parler d'une légende assez particulière qui s'appelle la chasse-galerie. Aujourd'hui, nous allons donc faire une histoire plus longue de cette légende, en faisant le mieux que je peux. Sachez une chose, j'avertis tous les Québécois qui regarderaient cette vidéo. Il est possible que je mélange les pinceaux, que je fasse peut-être quelques bêtises, je m'en excuserai d'avance. Parce que c'est pas mon intention de faire quelque chose de grave. Mais je vais faire en sorte de faire une histoire basée sur cette légende. Alors, commençons notre histoire. Alors, je m'appelle Galerie. Je suis un seigneur vivant au Québec. Je suis, on va dire, ce qu'on appelle une personne qui est vraiment une tête de mule. Je n'écoute rien, je ne respecte rien. Je fais ce que je veux parce que je suis un seigneur. Alors, j'ai décidé de chasser le dimanche, un jour sacré. Donc, je fais donc un sacrilège. Je n'irai pas prier pour, on va dire, faire un don pour Dieu. Je m'en tamponne. Je m'en fous. Ce qui m'intéresse et mon hobby, c'est la chasse. Donc, j'ai dit que je pars. Aujourd'hui est le grand jour. Je pars donc, je prends mon fusil, je prends de la nourriture parce que je vais sûrement rester toute la journée et je décide donc de partir sans aller à l'église pour absoudre de mes péchés. Donc moi, étant seigneur, j'en ai rien à battre. Et j'en ai strictement rien à foutre de prier le dimanche. Donc, je décide donc de partir, de me balader, je rentre dans la forêt et j'essaie de trouver quelque chose pour dire de chasser. Après plusieurs heures infructueuses, je décide de me dire que effectivement, il n'y aura rien et je décide de rentrer bredouille. Après quelques minutes à avoir marché, j'entends un bruit. Je me dis, qu'est-ce que ça pouvait être? Une personne qui se balade. Mais mon arme était chargée. Je ne me pose pas de questions. Je me prépare au cas où s'il y avait un animal. Ce qui se passe, c'est qu'effectivement, j'ai vu un animal, un cerf, un magnifique cerf d'assez grand gabarit, de quoi nourrir toute ma famille et le village. Alors sans hésiter, je charge mon arme et je décide de la traquer. Pendant un certain temps, j'arrive à le suivre car, étant chasseur de renom, j'arrive à pister les traces de ma proie. Quand j'arrive enfin à trouver les traces, je décide donc de les suivre. Et pendant un certain temps, il n'était pas très loin. Et je me disais qu'il était proche, donc je décide donc de mettre en joue mon arme au cas où le cerf, je le voyais. Mais je voyais quelque chose d'assez anormal. Je voyais qu'il se dirigeait droit vers une grotte. Donc, sans hésiter, je la suis et je sais que je la tiendrai au piège. Et je pourrai abattre cet animal. Après quelques heures de traque, je tombe nez à nez avec ce cerf. Je prépare à tirer sur ma proie, qui est un magnifique cerf. Au moment où j'avais mis en joue mon arme, je découvre une personne qui me dit d'arrêter. Je baisse mon arme et je dis « Qui est-ce » Je n'entendis rien. Donc je repointis mon arme et j'ai dit « Stoppez ». J'entendis « Stoppez ». Je baisse mon arme et là je découvre un homme, un saint ermite, qui habitait dans cette grotte et qui vivait dans la pleine nature en forêt et qui respectait la nature et les animaux. Mais il m'avertissa que si je tuais cet animal, il me maudirait jusqu'à la fin des temps. Au début, j'étais hésitant parce que je me disais que c'était pas vrai, mais bon, il était sûr de lui. Pendant un temps, donc, j'étais plutôt hésitant. Et puis, vu que j'étais un seigneur et que j'en avais rien à battre et que j'étais une tête de mule, j'ai décidé donc de pointer mon arme et je fais feu. L'animal tombe par terre. Donc j'avais donc abattu un cerf. Cependant, le saint ermite me pointa les doigts et déclencha toute sa colère et sa haine
et faisa une incantation. Et depuis ce jour-là, je suis maudit et je plane dans les airs avec pour but de chasser les hommes qui oseraient venir sur mon territoire, avec des démons qui me servent de chiens de l'enfer et des créatures qui servent comme garde du corps pour dire qu'on soit plusieurs à tuer toute personne qui viendrait dans cette forêt ou dans cette grotte pour abattre, tuer, manger nos victimes. Aujourd'hui, je suis une créature maudite et je vis maintenant dans une profonde malédiction qui durera pour l'éternité. Aujourd'hui, nous allons rester chez nous en Europe, communément en Grèce, où nous allons parler d'une légende très connue qui a été représentée par plusieurs films, plusieurs documentaires et aussi dans les histoires qui n'est que d'autres que le Cerbère. Passez à notre histoire de l'horreur. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un étudiant grec avec son école qui vont aller dans un temple ou qui cacherait un lourd secret. Sans trop vous faire patienter, commençons. Je m'appelle Nikos. Je suis un étudiant grec qui travaille à l'université de l'archéologie de Athènes. Aujourd'hui, nous allons donc partir faire de découvertes archéologiques dans un temple qui a été découvert tout récemment. Étant super content, notre prof nous a sélectionné, nous, notre classe, à aller explorer, étudier et rechercher des objets de l'Antiquité grecque. Donc, traîné, on décide, le prof et notre école, de partir donc à cet endroit pour nous amener dans ce temple qui a été découvert donc tout récemment dans les plaines, quelque part en Grèce. Mais le truc le plus étonnant, c'est que avant d'aller à cet endroit, on nous a dit de ne rien dire, pas avant qu'on ait terminé les recherches. Ce qu'on a fait quand nous sommes arrivés, donc tout excités, nous sommes arrivés face à une méga porte, une porte de l'époque de la Grèce antique. Nous étions subjugués de la grandeur de cette porte. Donc, nous sommes rentrés, moi, mes amis et la classe, et le prof, pour aller donc explorer le temple. Pendant que beaucoup cherchaient des indices, certains cherchaient des preuves de l'existence de quelques légendes, d'autres cherchaient des objets de la Grèce antique, d'autres exploraient les lieux pour découvrir son histoire. Moi, j'ai décidé d'aller voir plus loin et d'explorer au plus loin du temple. Cependant, je tombais sur une salle, une magnifique salle, avec plein de statues des dieux anciens, comme je vis Zeus, Artémis, Athéna et tous les autres dieux de l'Olympe. C'était magnifique. Cependant, quelque chose m'attirait l'attention. Alors j'ai décidé d'appeler tout le monde pour aller voir, pour qu'ils puissent découvrir ce que ça pouvait être. Le prof plus les élèves et mes amis sont venus pour voir ma découverte. Et ce qu'ils découvrirent, c'était quelque chose de bizarre. Une grotte dans un temple. C'était bizarre. Donc, sans hésiter, nous décidons donc d'aller voir ce qui se passait dans cette grotte. Nous descendions donc dans cette grotte, nous avons suivi pendant quelques minutes et nous sommes tombés sur une chambre secrète. Alors nous nous sommes dit que c'était peut-être là qu'était mis l'or à l'époque de la Grèce antique. Mais cependant, quelque chose nous a attiré notre attention. 3 pierres, plus une genre de porte créée dans le mur. Nous nous sommes dit, qui aurait pu créer ce genre de truc? Sans qu'on se pose des questions, nous essayons de découvrir ce que c'est. Enfin, de ces menhirs qui étaient posés là, mais avec des inscriptions de la Grèce antique. D'autres se sont intéressés sur la porte qui était encastrée dans le mur, mais qui n'avait pas de porte, qui était dans la pierre. Ce qu'ils ont découvert, c'était qu'en fait,
c'était la porte des enfers. Enfin, au début, on a cru que c'était juste un truc pour éviter que les voyageurs passant ici soient, on va dire, effrayés et partent loin de ce temps. Moi, je me suis dit que ça mais réellement pour nous avertir d'un danger. Cependant, par malchance, un de nos camarades se blessa et donc se coupa, on va dire le doigt, juste coupé, tailladé à cause d'une pierre. Le sang a donc coulé au centre de ces 3 menhirs. Et cependant, il se produisit quelque chose que nous ne nous attendions pas. Il se produisit un tremblement de terre énorme. Et ensuite, la porte, où il y avait que de la pierre, au creux de la porte, s'est ouverte et est devenue orange. On s'est dit qu'on avait ouvert la porte des enfers, mais cependant, ce n'était pas tout. Alors que les portes étaient ouvertes depuis quelques secondes, quelque chose a surgi à toute vapeur et a attaqué les scientifiques qui étaient en train de décrypter la pierre. J'étais subjugué de voir ce que c'était. C'était le mythique et légendaire Cerbère, le gardien des portes des enfers, qui interdisait aux vivants d'entrer dans l'enfer. Ce temple n'était qu'un camouflage pour cacher l'atrocité qui était derrière. Nous nous sommes enfuis. Malheureusement, le Cerbère était bien trop rapide. Il faisait plus de 3 mètres de haut et 5 mètres de long. Autant vous dire, il possédait 3 têtes. Il attaquait toute personne qui était à côté de lui. Alors que certains couraient, il se faisait dévorer les uns derrière les autres par le Cerbère. Certains de mon groupe et moi-même ont pu survivre, ont pu sortir. Mais cependant, le Cerbère était en chasse et a décidé d'en finir avec nous. Donc, nous décidions de nous enfuir. Mais cependant, les villageois qui étaient tout à côté nous empêcha de nous cacher dans ce village pour éviter que le Cerbère ne vienne chez eux et vienne tout détruire. On a supplié, on a donné de l'argent, on a fait une proposition et les villageois refusa complètement de nous faire rentrer dans leur village. Ils nous ont dit de fuir et de ne jamais revenir tant que le Cerbère n'est pas retourné en enfer. Alors, ce qui se passe, c'est que malheureusement, même en suppliant, le Cerbère était là. Ce qu'il a fait, c'est qu'il tua 2 de nos camarades et attaqua tout le village en un seul claquement de doigts et mit feu à sang ce village. Pendant que nous fuyions, le Cerbère avait déjà mis à sac un village. Donc, nous décidions de partir. Mais le Cerbère, comme je vous ai dit au début, était beaucoup plus rapide qu'une voiture. Il allait très vite. Et nous décidions donc, en faisant des prières, de ne pas nous faire dévorer. Nous étions une vingtaine, nous ne sommes plus que 8, tellement que le Cerbère a fait un carnage. Plus le village qui était pas loin de ce temple, qui a été ravagé en l'espace de quelques heures. Nous sommes donc revenus à Athènes et nous avons donc décidé de tout oublier de ce qui s'est passé dans ce temps. Malheureusement, comme on dit, le passé arrive toujours à revenir. Et quand je me suis baladé, on a entendu que des meurtres ont été faits à Athènes. Alors nous avons rassemblé toute l'école et effectivement, le Cerbère nous avait suivis jusqu'à Athènes et avait commencé à faire des carnages à plusieurs gens qui passaient par là. Et le Cerbère décida de les manger sans que les autres ne sachent qu'il était là. Alors, j'ai pris la décision de sauver, on va dire, ce qu'on pouvait. J'ai dit à mes camarades survivants de retourner au temple et d'en finir avec ce Cerbère qui attaquait tout ce qui se trouvait sur son passage. Et en voulant partir, le Cerbère nous a suivis. Et alors que nous étions à 2 doigts d'arriver, le Cerbère nous a pris par surprise et a renversé
notre voiture. Sur le coup, le chauffeur était mort. L'un était gravement blessé et l'autre avait perdu sa jambe. Nous étions donc plus que 5 à être encore valides pour aller dans ce temple et fermer les portes des enfers et faire l'incantation en suivant ce que était écrit le menu. Par chance, dans les 5 que nous étions, 2 étaient des traducteurs de langue ancienne de la Grèce antique. C'était parfait. Donc nous décidions de partir très rapidement. Mais malheureusement, au moment qu'on allait partir, le Cerbère chargea et bouffa les 3 gravement blessés. Il les bouffait vivants, pour vous dire à tel point on les entendait hurler pendant qu'ils les mangeaient. Nous avons décidé de partir le plus vite possible. Mais malheureusement, comme je vous ai dit lors de la dernière fois, le Cerbère est bien plus rapide qu'un animal conventionnel et bien plus rapide qu'une voiture. Il nous a fallu très peu de temps pour que le Cerbère nous rattrape. Mais par chance, la porte du temple était juste à côté de nous. Nous avons couru comme des fous dans la porte et nous nous sommes planqués dans le temple. Mais le temps que le Cerbère nous découvre, il était reparti. Donc ça nous laissait un peu de temps, trouver le moyen de stopper cette boucherie, ce Cerbère qui tuait et qui mangeait par pur plaisir. Mais qu'alors nous arrivions, nous avons commencé à décrire les menhirs pour dire comment fallait faire pour renvoyer Cerbère dans l'enfer, en enfer. Et il trouva le moyen. Malheureusement, il devait faire quelque chose de macabre. Pour l'un des traducteurs qui étudiait justement ces textes, l'un des interprètes nous disait qu'il fallait faire quelque chose de macabre. Il nous dit, malheureusement, pour que le Cerbère puisse retourner en enfer et y rester pour toujours jusqu'à la fin des temps, il fallait faire un sacrifice humain. Alors, nous 5, nous avons été stupéfaits. Comment est-ce possible? Pourquoi faire un sacrifice? Eh ben, l'interprète de la langue ancienne de la Grèce antique disait que c'était le seul moyen d'envoyer Cerbère en enfer. Alors, malheureusement, les 3 blessés auraient pu être un bon moyen, mais malheureusement, ils ont été tués lors de sa 2e charge. Et malheureusement, un gars ne voulait pas se sacrifier. Et puis aussi, tout le monde ne voulait pas se sacrifier. Et je me suis dit que personne ne va se décider. Cependant, un de nos camarades, qui était riche et blindé, qui était pourri gâté, a décidé de jouer à son propre jeu et décida de vouloir tuer quelqu'un par pur plaisir. Il mit tout le monde à dos et devena complètement fou. Et il disa que si personne ne se décidait, c'était lui qui allait s'occuper de tuer quelqu'un. Moi, qui n'aimais pas voir les gens tués, je savais plus quoi faire. Les interprètes de la langue de l'ancien grec ne savaient plus quoi dire, et les autres aussi. Alors, nous avions eu un plan. Certes, il était machiavélique. Il demandait un sacrifice humain. Mais on a eu l'idée de génie. Le Cerbère, on l'entendait, avec son hurlement de chien galeux, avec des yeux rouges rubis, rouges comme l'enfer, et des crocs acérés comme des lames de rasoir. Alors, nous avons décidé donc de sacrifier celui qui nous prenait en otage. Nous n'avions pas le choix. C'était compliqué, mais nous avons décidé en secret, pendant que lui, il était en train de surveiller, qui était pour et qui était contre, de sacrifier notre camarade qui était devenu vraiment un vrai salopard. Certains ont hésité. Nous avons hésité plusieurs minutes, mais malheureusement, nous n'avions plus le temps. Le Cerbère arrivait à toute vapeur. Et au moment où le Cerbère est arrivé, j'ai pris un courage, je vous le dis pas. J'ai pris un couteau. Je me suis battu avec mon camarade qui était devenu fou. Il a voulu aussi me planter, mais il n'a pas réussi. Je me suis débattu. Lui aussi s'est débattu. Mais ce qui était marrant, c'est que le Cerbère ne bougeait pas. Il devait attendre une âme, l'une de nous deux, parce qu'il avait compris qu'il voulait qu'il reparte en enfer. Et il s'est dit, je vais attendre que quelqu'un se tue, ou que quelqu'un se tue, ou, comme là,
En ce moment, je vais attendre que l'un des deux se tue et se donne la mort. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le Cerbère avait attendu pendant que nous nous battions comme des sagouins. Il était à 2 doigts de réussir. Cependant, un dernier coup, un de mes camarades a pris le couteau et lui planta le couteau dans la gorge. C'est qu'il le tua. Le Cerbère s'est mis à bouger et à charger. On avait cru qu'il allait nous tuer. Vu la puissance qu'il avait, il aurait pu tous nous tuer en quelques secondes. Eh ben non. Il a pris l'âme sacrifiée et reparti en enfer. Et les portes se refermirent. Ça fait maintenant 2 ans que le phénomène s'est produit. Aujourd'hui, je suis un grand explorateur qui explore les 4 coins du monde, à la recherche de mythes, de mythologie, de folklore. Et j'ai appris les sciences occultes. Aujourd'hui, je suis à la fois un explorateur, mais aussi qui m'intéresse aux sciences occultes. Mais cependant, sachez une chose, et j'ai à avertir à ceux qui liront cette histoire, n'allez jamais dans ce temple qui se trouve à 150 km d'Athènes. Vous risquez votre vie à tout moment et vous risquez de libérer encore une fois le mythique et horrible machiavélique Cerbère, le chien de garde de l'enfer. Aujourd'hui, nous allons parler de Noël, des cadeaux, des sapins de Noël, de la joie et de la bonne humeur, et aussi d'un monstre de Noël. Alors, beaucoup ne pensent pas qu'il existe un monstre. Et pourtant, il existe bel et bien un monstre, mais qui est connu que dans les légendes germaniques, qui s'appelle le Krampus. Alors, maintenant, je vais raconter l'histoire du Krampus. Alors, aujourd'hui, notre héros est en fait un adolescent qui n'a pas été sage l'année, qui a fait beaucoup de mal et qui veut tirer un dernier coup avant la fin de l'année. Mais cependant, rien ne va se passer comme prévu. Voici l'histoire. Je m'appelle Jürgen, j'ai 18 ans, je vis à Berlin. Je suis ce qu'on appelle un enfant qui n'a pas été sage, un délinquant et un voleur. Je fais beaucoup de mal aux gens. J'ai été même mis en garde à vue il y a peu. Aujourd'hui, c'est Noël. Et j'ai envie de faire un dernier coup pour dire de passer la dernière année et mes dernières conneries de l'année. Alors ma famille, qui est venue des 4 coins de l'Allemagne, ont décidé de faire un Noël familial. Alors j'ai eu un plan machiavélique, faire souffrir toute ma famille avant la fin de l'année. Donc le repas, mon père préparait le repas, alors j'ai décidé de mettre un produit qui permettrait qui écœurerait en fait ma famille. Ensuite, j'avais l'intention de démolir le sapin et de détruire les cadeaux que mes parents auraient mis sous le sapin. Et j'aurais fait des mauvaises blagues en taguant le mur et en cassant les objets de Noël. Et la crèche aussi. Alors, la soirée battait son plein, on commença à manger. Et là, tout le monde a commencé à vomir. C'était le pire repas de la dernière année. Mais moi, ça me faisait énormément rire. J'étais content. Alors pour ça, cet affront, j'ai été envoyé dans ma chambre, sans discuter. J'entendais les gens commander une pizza pour dire de manger. Cependant, ils m'ont fait descendre. Et c'est là que j'ai fait mon dernier coup. J'ai décidé de faire plein de bêtises. J'ai giflé mon frère, ma grande sœur et aussi mes cousins et cousines et ma famille aussi pour bien me marrer. Alors, avant de me coucher, ma grand-mère, qui est de l'ancienne école, croyait à une légende appelée le Krampus. Moi, je n'y croyais vraiment pas. Alors, elle nous racontait que si nous étions pas sages et que nous avons fait du mal pendant l'année, Krampus viendrait nous chercher et nous tourmenter. Alors, nous décidions d'écouter. Moi, je n'écoutais pas et je suis allé dans ma chambre sans rien discuter pour préparer mon plan machiavélique. Quand la nuit est arrivée,
J'ai attendu, attendu et attendu. Au moment où j'allais faire mon coup, il se produisit quelque chose que je ne m'attendais pas. Je suis descendu, je suis allé vers le sapin, j'ai tout cassé, j'ai même fait des tags tellement horribles que le lendemain ils auraient été surpris et moi j'aurais rigolé. Mais cependant, j'ai vu quelque chose d'anormal dans les chaussettes de la cheminée. Pour les enfants, tout le monde avait eu des bonbons. Quant à moi, j'ai eu le plus gros morceau de charbon que je n'ai jamais vu. J'ai cru à une mauvaise blague. Mais cependant, un bruit venant du toit est arrivé et j'ai dit que c'était une blague. De quel ton je me suis caché et j'ai voulu voir ce qui se passait. Là, le bruit arrivait vers la cheminée et quelque chose descendait de la cheminée. Au départ, j'ai cru à une mauvaise blague d'un membre de ma famille. Mais ce n'était pas le cas. Ma famille était tous là, en train de dormir profondément. Mais alors que la fumée arrivait de la cheminée, j'ai vu une forme, mais une forme non humaine. Il avait des pattes de chèvre ou d'élan. Nous ne savons, je n'ai pas bien vu. Il était grand, presque 2 mètres de haut. Il était bossu. Il était horrible et il avait 2 cornes au-dessus de sa tête. Je n'arrivais pas à y croire. C'était le Krampus. Et là, j'étais sûr qu'il allait me prendre et me tourmenter jusqu'à la fin des temps. Cependant, le Krampus a commencé à me traquer. Il est allé voir déjà les chaussettes qui étaient vers la cheminée. Il a vu que toute la famille a été gentille, qui ont été des bons garçons, de bonnes filles. Il n'a rien fait. Cependant, quand il est arrivé dans ma chaussette, il a vu le gros morceau de charbon. Et là, il a commencé sa traque. J'étais effrayé. Il commençait sa traque. J'ai essayé de m'enfuir. La porte était verrouillée. Comme par magie. On ne pouvait plus ouvrir. Et c'est là que le Krampus m'a vu. Et a commencé à me dire, tu as été un vilain garçon. Tu vas être tourmenté jusqu'à la fin de tes jours. Alors, effrayé, j'ai commencé à courir. J'ai essayé de me cacher. Mais il me trouvait à chaque fois. Alors, j'ai essayé de fuir par la fenêtre, mais les fenêtres ne s'ouvraient pas, comme par une sorte de magie qui m'empêchait de sortir. Alors, ce que j'ai fait, j'ai prévenu mes parents, mais mes parents se sont réveillés et ils ont vu le Krampus. Et pour une fois, mes parents n'ont rien fait. Ils ont laissé le Krampus faire son travail qu'il avait l'habitude, tourmenter, punir et peut-être même tuer ceux qui n'ont pas été sages et les embarquer dans le monde de Krampus. Alors, il existait une seule solution, ce que ma grand-mère a dit. Si tu veux que le Krampus ne te prenne pas, tu dois demander pardon à ton âme et à tout le monde. Et tu dois être désolé. Sans hésiter, j'ai décidé d'essayer de me pardonner de ce que j'avais. Mais il ne me croyait pas. Et il m'avait déjà attaché avec des chaînes, prêt à m'embarquer chez le Krampus. Et que il allait me tourmenter parce que je n'étais pas sage. Alors, ce qui se passe, c'est que ma grand-mère a dit « Demande pardon tout de suite, tu n'as que très peu de temps. » Cependant, je refusais. Mais ma grand-mère et mes parents ont dit « Fais ce qu'on te dit, pardonne de tout ce que tu as fait. » Et j'ai pas hésité une seule seconde. Au moment où le Krampus allait l'embarquer, il a l'habitude de laisser 5 minutes pour voir s'il allait s'excuser ou m'embarquer. Alors j'ai décidé de m'absoudre de toutes mes conneries et de demander pardon à tout le monde et de dire pardon à mon âme. Alors, quand j'ai dit pardon et que je m'excusais d'avoir fait du tort à tout le monde et d'avoir fait du mal à ma famille, le Krampus se tourna devant ma famille et il disait « Est-ce qu'il dit la vérité ?» Juste au moment où mes parents allaient me dire, au moment où ils allaient dire quelque chose, j'ai dit oui, je le regrette amèrement et ça vient du profond de mon cœur. Alors, les parents ont eu le droit à 2 minutes de réflexion et il ne l'embarqua pas, mais lui demanda quand même de le tourmenter pour qu'il se souvienne que le Krampus n'est pas une légende, mais
la vérité, qu'il était réel et que si je continuais mes conneries, là, cette fois-ci, il m'embarquerait pour de vrai et je ne reverrai plus jamais ma famille. Alors, le Krampus me tourmenta pendant au moins plus de 2 ans. Il me tortura légèrement en me tordant les doigts, en me frappant et aussi en rentrant dans mon esprit pour me la tourmenter. J'ai tellement eu la torture de ma vie que après, quand il avait fini son œuvre, j'étais hébété et effrayé. Le Krampus s'est en allé comme si de rien n'était. Alors, il me laissa un truc, une simple clochette, pour dire qu'il se souvienne, il sera là la prochaine fois qu'il fera une bêtise. Aujourd'hui, ça fait 2 mois que j'ai changé de vie. Aujourd'hui, je suis l'enfant le plus sage au monde. Enfin, façon de parler. Mais j'aide ma famille, j'aide les parents et même j'envisage de rentrer dans la police. Et mes parents sont devenus fiers d'eux. Et j'espère que si vous voyez cette histoire, sachez une chose, même si c'est une légende, faites bien attention à vous. Parce que le Krampus, lui, quand il voudra vous tourmenter, eh ben, venez pas pleurer. Aujourd'hui, c'est Halloween. Et pour fêter ça, aujourd'hui, notre légende n'est pas un lieu, n'est pas un monstre, ni une créature d'un autre monde. C'est un lieu qui est au Japon et qui est très connu par les Japonais et pour aussi les gens qui aiment les sensations fortes. Ce lieu est la forêt d'Aokigahara. Alors, aujourd'hui, notre histoire, c'est en fait un Américain qui, justement, qui adore les sensations fortes, va visiter la forêt d'Aokigahara. Mais cependant, lors du tournage, lui et ses amis vont malheureusement rencontrer des choses qui dépassent l'imagination. Commence. Je m'appelle Jax et je suis un gars qui adore filmer les choses paranormales. J'ai fait beaucoup de séries sur YouTube et aussi à la télé pour me faire remarquer et me faire de l'argent. Alors, quand un ami m'a dit qu'il y avait une forêt hantée, donc la forêt d'Aokigahara, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire un documentaire sur cette forêt, parce qu'elle était très réputée pour ses suicides et aussi pour ses légendes des Yurei, qui ne sont que des esprits vengeurs qui tourmentent les gens vivants pour les pousser à se suicider. Alors, j'ai pris l'avion pour aller donc avec mes amis caméramans et certains de mes amis que j'ai invités à partir au Japon parce que je voulais aller à cet endroit, aller justement passer quelques jours dans la forêt d'Aokigahara. Alors, nous sommes arrivés à Tokyo très tard dans la nuit. Donc, nous avons pris un hôtel et le lendemain, nous nous sommes dit que nous allions partir tôt le matin pour rejoindre la forêt d'Aokigahara qui se trouve non loin du mont Fuji, le volcan le plus célèbre au monde. Donc, nous sommes le lendemain. Nous préparons donc nos bagages et nos caméras et tout notre matériel de tournage pour aller justement dans cette forêt tristement célèbre. Il nous fallait plus de 2 heures pour aller justement à Aokigahara. Quand nous sommes arrivés, nous avons quand même pris un hôtel qui était juste à côté de cette forêt pour dire qu'on puisse au moins dormir 24 heures pour nous préparer et préparer notre matériel, charger nos batteries, charger tout ce qu'il fallait pour dire qu'on fasse une semaine époustouflante. Le lendemain est donc arrivé, je me suis relevé le premier. J'étais donc prêt à aller dans la forêt d'Aokigahara avec mon équipe. Donc, nous avons pris notre sacoche, notre pactage, et nous avons pris des rations pour tenir au moins entre 2 jours et une semaine. Donc, nous y sommes allés à grands pas. Mais sachez une chose, que on dit que tous ceux qui rentrent dans la forêt d'Aokigahara n'en reviennent jamais. Et c'est ce que nous voulions prouver. Donc, nous rentrons dans la forêt. Ce qu'on voyait, c'était le majestueux paysage qu'avait cette forêt. Le paysage était époustouflant. Mais cependant, il y avait beaucoup d'objets ou de choses abandonnées parce que les gens, comme je vous ai dit, se suicidaient pour justement jamais
en revenir. Donc, nous marchions depuis des heures et on s'est dit qu'on devait faire un campement. Donc nous préparons notre campement pour dire quand il fera nuit, nous dormions. Plus gros que nos insectes que nous avions aux USA. Alors, la nuit commençait à tomber, donc nous avons décidé de retourner au camp pour nous préparer à nous coucher. Et nous avons activé toutes les caméras de nuit pour voir si on pouvait voir un jouet ou quelque chose d'autre. Donc nous avons dormi, la nuit s'est très bien passée. Le soleil s'est levé. Nous avons donc décidé de trouver toutes les caméras et de voir si une caméra avait filmé quelque chose. Cependant, toutes les caméras montraient soit des animaux, soit, on va dire, de simples personnes. Mais une caméra a filmé quelque chose d'inhabituel. Il a filmé quelque chose, une femme, qui était sans yeux, mais avec des dents acérées comme des lames de rasoir et des griffes énormes. C'était un jouet. On était sûr qu'ils étaient là. Donc, nous avons décidé de laisser notre campement ici. Donc, sans trop tarder, nous avons décidé de préparer pour la deuxième nuit. La deuxième nuit, donc, tomba. Et cependant, il se passait quelque chose. Un vent, des pas ont été entendus. Mais alors que j'ouvrais la tente, j'ai vu la femme qui nous avait filmé en train de nous s'approcher à une vitesse fulgurante. J'ai juste eu le temps de fermer la tente et entendre ses rires glaçants. Le lendemain, nous pétrifiés de peur, j'ai décidé d'en parler à mes amis. Cependant, un truc avant que j'en parle à mes amis, c'est qu'une personne manquait. Elle avait disparu. Alors nous l'avons recherchée pendant des heures. Et cependant, nous l'avons retrouvée. Mort. Pendu. Nous ne savions pas ce qui s'était passé. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'à mon avis, il a dû se faire emporter par cette forêt, a dû se faire tourmenter et a dû se suicider. Quand on a prévenu, nous avons appelé donc les Rangers. Mais le problème, c'est que les Rangers n'auraient été pas là après 3 jours. Donc, il y aurait pu avoir d'autres personnes qui se suicident ou un membre de notre équipe qui se suicide avant qu'ils arrivent. Alors, la troisième nuit, nous avons décidé de rester éveillés. Mais là, cette fois-ci, nous avons entendu des rires, mais des rires sanglants. Nous sommes sortis, il n'y avait rien, mais on a entendu des rires et des apparitions se rapprocher, tourner autour de notre camp. Nous avions donc compris qu'ils étaient là pour nous tourmenter. Moi et une de mes amies avions l'esprit assez dubitatif, donc nous étions, on va dire, assez étonnés. Quant aux autres, ils ont commencé à avoir peur. Surtout que quand j'ai baissé la garde, une ouaille était face à moi et a décidé de me faire peur. Pas de me tuer, mais elle a compris que j'étais quelqu'un qui était assez ouvert. Elle m'a fait une peur bleue, m'a crié dessus, m'a tourmenté, mais je n'ai pas cédé. Il a essayé de tourmenter mon ami, mais pareil. Cependant, après, elle a tourmenté ceux qui étaient dans la tente. Il les a tous tourmentés. Certains ont eu une peur bleue. Certains se sont même suicidés sur place. Des flaques de sang giclaient de la tente. Et la Ouray a disparu d'un seul coup, sans laisser trace. Le lendemain, moi et mon ami et quelques survivants de mes amis, de mes caméramans, avons vu l'étendue des dégâts. Notre matériel détruit. 5 de nos amis suicidés. Certains se sont même entretués. Nous avions compris que cette forêt était vraiment maudite. Nous n'avions pas hésité. Nous avons décidé de quitter l'endroit sur le champ. Mais nous avions plusieurs heures de marche avant de quitter la forêt d'Aokigahara. Donc nous avons décidé pour une fois de marcher la nuit, en sachant que les Ouai sortaient la nuit. Alors on marcha, au moins pour trouver un semblant d'abri. La nuit tomba. C'était donc le 4e jour, et c'était ma dernière nuit où nous avons vu vivants nos amis. Moi et une amie avions survécu, mais cela je vous en expliquerai après. Ce qu'il s'est passé, c'est que nous avons marché, et nous avons entendu les cris et les rires
glaçant le sang, se rapprochait de nous. Nous avons essayé de courir, mais cependant, on voyait des multitudes de corps, des multitudes d'apparitions. Ils nous ont tous effrayés. Nous avons couru sans nous retourner. Quant à mes camarades, nous nous sommes séparés. Nous avons pu réussir à justement trouver la route. Nous avons essayé de trouver nos amis. Mais cependant, on a vu quelque chose qui nous a fait pâlir de peur. Un de nos amis qui s'était suicidé il y a 2 jours est devenu un Wei et commençait à tourmenter les 4 personnes qui avaient survécu. Et en les voyant, et les Wei ont essayé de nous rattraper. Mais nous étions sortis d'Aokigahara quand ils sont arrivés. Ils ont voulu nous attaquer, mais ils n'ont pas réussi. Cependant, nous avons couru, nous sommes montés dans la voiture et on a vu nos amis se taillader les veines et même se trancher la gorge parce que ils ont été tourmentés, ils ont été poussés au suicide par ces Wei qui étaient pas contents de voir les vivants. Alors nous avons appuyé sur la pédale d'accélérateur et nous ne nous sommes pas arrêtés jusqu'à au moins atteindre une ville la plus proche. Quand nous sommes arrivés, nous avons pris un hôtel et nous avons pleuré toute la nuit. Aujourd'hui, ça fait 1 semaine que nous avons quitté le Japon. Aujourd'hui, je fais donc ce message que c'est la dernière fois que je fais donc des vidéos sur le surnaturel. À cause de ça, mes amis sont morts, attaqués par les Wei, les esprits malveillants, et dans la forêt. Si, par hasard, vous avez envie d'aller dans la forêt d'Aokigahara, je vous en prie, n'y allez pas la nuit, car il est fort probable que vous ne reveniez jamais de cet enfer qui n'est que la forêt d'Aokigahara. Fin. J'espère que ce mini-film vous a plu. Si ça vous a plu, mettez un like et commentez. Et moi, je vous dis donc à samedi prochain pour donc ce que vous ignorez, spécial la semaine de l'horreur. C'était V89 et je vous dis à bientôt.